Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip, le podcast dans lequel j'explique comment je réalise ma thèse sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients et comment je la finance grâce à mon business de formation des professionnels de santé. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou les résumés de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. C'est peut-être le retour des podcasts avec une structure qui ont un sens et qui ressemblent à celles qui ont été définies en fin de saison 1 et en début de saison 2. J'ai l'impression que j'ai des choses à dire dans chaque rubrique. Donc c'est peut-être la fin de cet arc de saison 2 sans rubrique et des podcasts courts. J'ai des choses à dire aujourd'hui. Ce que cet arc m'a inspiré, c'est que j'ai pas envie de me forcer à dire des trucs dans les rubriques. Et ça m'a un petit peu relâché la pression sur la forme du podcast. Et ça m'a fait comprendre un petit peu que ça pouvait aussi être un moment pour moi de m'exprimer dans quelque chose de moins carré que ce que je voudrais. Donc je crois avoir des choses à dire dans chaque rubrique, mais j'ai pas envie de m'étendre. J'ai envie d'être clair sur ce que je dis sans passer beaucoup de temps. Voilà, en tout cas, c'est la fin de peut-être des structures un peu plus légères, mais c'est peut-être pas la fin des podcasts plus légers parce que j'ai plus envie de tourner autour du pot et je crois que j'ai plus envie de faire des podcasts d'une heure. Tout simplement, personnellement, parce que c'est fatigant en fait de parler une heure et que je ne sais pas si les idées que je transmette sont nécessaires d'être transmises en une heure ou si au contraire sont possibles d'être transmises en une demi-heure. Dans tous les cas, me mettre moins la pression sur que ce soit le temps ou la structure. C'est ce que je m'étais dit que je ferais, mais c'est différent de se le dire et puis d'y être confronté. Maintenant que j'ai sorti des épisodes un peu plus courts, eh bien, on va avancer selon ce qu'on a à dire. Et pareil, si ça doit durer 10 minutes, ça durera 10 minutes, mais je crois qu'il y a aussi un effet de libérateur qui fait que quand on se met à parler, c'est surtout les 10 premières minutes qui sont compliquées. Ensuite on se laisse aller, et du coup, moi qui crois déjà des fois ne rien avoir à dire quand je me lance, ça part à partir des 10 minutes. Entre 10 minutes et 3 quarts d'heure, il se passe pas grand-chose. Bref. Euh, Cela dit, nous allons pouvoir commencer d'abord par dire les notes générales. Alors, je j'ai plus envie de faire la météo. Je trouve ça un petit peu ridicule parce que c'est toujours un peu ensoleillé et nuageux, pardon. Mais du coup, je suis pour adopter une note en fonction de la réalisation des objectifs et une note d'humeur que je vais vous transmettre tout de suite. La note pour les objectifs est de 8 sur 10 et la note d'humeur est de 6 sur 10. Les objectifs, on va les voir tout au long du podcast. L'humeur, ça s'explique simplement par le fait que, je le dirai dans une rubrique, mais je prépare une conférence et ça me stresse tout simplement. Donc le stress un petit peu tout le temps, la petite pression, c'est jamais quelque chose qui est facile à vivre. Donc tout le reste va plutôt bien. Je dors bien, je mange bien, je fais du sport. Mais bon, vivre avec une petite boule de stress, c'est pas très agréable. Donc c'est un petit 6, mais rien de problématique. Voilà pour la note, les notes. Et on va maintenant pouvoir passer à la rubrique thèse. Alors pour la rubrique thèse, pas grand-chose en ce moment parce que j'essaie d'avancer sur une article, une formation. Et donc là pour la thèse c'est un article. Le but était de soumettre une communication à un congrès, une journée nationale de l'éthique interdisciplinaire. Je l'ai pas fait, mais dans un sens, j'ai travaillé dessus. Et comme on passe dans un cap où je dissocie la fin et les moyens, je me suis pas inscrit, mais en fait, j'ai bien avancé sur l'article qui est à la base de ce que je vais soumettre dans cette journée éthique. J'ai pas travaillé énormément de temps dessus cette semaine, mais le temps pendant lequel j'ai travaillé sur cet article a été très qualitatif et j'en suis satisfait. Donc c'est toujours l'article d'une analyse qualitative des mesures de la confiance entre deux personnes, des articles qui valident et proposent une mesure de la confiance entre deux personnes. J'ai pas grand chose à dire. Peut-être qu'on peut en tirer comme leçon que vaut mieux
vaut mieux travailler peu mais bien que beaucoup mais pas bien. Euh, J'avance sur les résultats qui sont assez simples à faire puisque c'est un article qui met plutôt à plat les choses. Donc je dis, je l'ai déjà dit, je me répète un petit peu, il y a X articles qui montrent que la confiance est définie comme ça, il y a Y articles qui utilisent tant d'items pour mesurer la confiance. Enfin, c'est vraiment une mise à plat, c'est des statistiques descriptives, moyenne, médiane, mode, des petits pourcentages, donc rien de bien compliqué. Et ce qui va être compliqué, c'est plutôt la discussion, parce que là, on va devoir euh, mettre en perspective ces résultats par rapport à la littérature. Et j'ai l'impression que je me répète, je sais plus si j'ai déjà dit ça dans un podcast. Dans tout le cas, l'idée est passée. Euh, je pense qu'il me faudra encore 2 belles journées intenses d'écriture pour avoir une première version. Mais il est de plus en plus difficile de pouvoir me trouver des journées entières à fond sur un sujet. Donc ça se trouve, il me faudra plusieurs semaines. Surtout que la semaine prochaine risque d'être pas mal tronquée pour un événement qui est plutôt associé à la rubrique entreprise. Voilà pour ce qui est de la thèse. J'avance. C'est un travail qui est très monotone dans ce dont ça a l'air objectivement. C'est-à-dire que c'est moi derrière mon PC qui écris. C'est très stimulant intellectuellement, mais concrètement, j'ai pas grand-chose à vous transmettre sur ce sujet. Donc, on va pas s'embêter, on va passer tout de suite à la rubrique entreprise. Pour la rubrique entreprise, il s'est passé un peu plus de choses parce que j'ai déjà en fait une grosse. Donc là, on est plutôt dans la rubrique prestation de la rubrique entreprise. Donc, j'ai une prestation de conférence qui va se faire la semaine prochaine et donc qui m'a pris du temps et de l'énergie et du stress cette semaine pour bah, tout simplement me préparer, faire le diapo et faire des essais, m'améliorer et puis m'enregistrer pour essayer de faire une conférence qui est intéressante. Alors pour ceux, ça m'étonnerait que les gens du podcast viennent à la conférence parce que j'ai l'impression que ce sont des personnes distinctes qui m'écoutent. Mais pour ceux qui veulent m'écouter, je serai au salon infirmier le 21 mai à 15h45 dans la salle Agora pour parler de mon sujet de thèse globalement, de la confiance en santé, pour découvrir le concept, découvrir ma thèse et comprendre l'impact que ça peut avoir dans le domaine de la santé. Donc cette semaine, j'ai organisé, préparé le discours, contacté la personne avec qui je suis associé pour le faire, enfin qui me paye globalement pour le faire. Et bah voilà, on a tout mis en place, on s'est entraîné. Je suis globalement prêt, je vais continuer à faire des petits tests sûrement aujourd'hui et ou demain. Et puis donc là on est dimanche et en fait c'est mardi le jour où j'enregistre. Donc voilà, le seul truc c'est que ça me prend un petit peu de stress qui est naturel, qui va mieux depuis que je sais que j'ai fait 1 heure totalement, parce que je trouve que c'est important de faire des entraînements quand même, relativement à un truc que j'avais dit sur le mindset la dernière fois. Mais je me suis entraîné, j'ai déjà fait plusieurs fois pile poil en 52 et 53 minutes, sachant qu'il y a 10 minutes de questions, donc globalement c'est ça, on n'est pas dans un cadre où on est à 1 minute près, on est plutôt à 5 minutes près, mais 1 minute non. Et du coup, voilà, je sais où je peux raccourcir, mais globalement, je suis prêt. Il y a un autre sujet qui est important dans cette rubrique prestation de la rubrique entreprise, c'est une limite et un frein administratif qui va peut-être venir et dont j'aimerais vous partager, que j'aimerais vous partager, parce que c'est intéressant et je fais encore face à une limite qui, je pense, est très singulière par rapport à mon profil et mon projet. Donc, je vais m'expliquer. Je suis en train, alors je vais m'expliquer en essayant de pas en dire trop sur la nature d'un contrat qui n'est pas encore signé et en respectant la confidentialité des personnes comme d'habitude. Il y a une structure, une association qui souhaite que je fasse une étude scientifique pour mesurer l'impact de leur dispositif. Le but, c'est de analyser des variables psychologiques et de voir en quoi eux peuvent aider l'amélioration de certaines variables psychologiques sur un certain type
de personnes. Et donc, ils ont un comité scientifique et ils m'ont proposé de faire partie de ce comité scientifique, mais surtout d'être prestataire pour faire une étude. Et donc moi, très content. Donc cette étude serait conditionnelle à une levée de fonds. Donc il y a un contrat un petit peu particulier qui dit que je travaille avec eux, mais que quand ils auront une levée de fonds, ils me paieront. Et on s'assure que ce soit bien le cas. Et puis voilà, tout le monde est content. Et donc je suis à quelques jours de pouvoir signer ce contrat. Mais la faculté ou des gens de la faculté m'ont fait comprendre qu'il était possible. Donc là, on est dans le pas sûr, justement, ce qui est très embêtant, que je n'ai pas le droit de faire des prestations recherche dans le cadre de mon inscription au labo, ou alors que ce serait conditionnel à si j'utilise un service du laboratoire, euh, il est possible que je doive faire passer l'argent que je gagne dans le laboratoire. C'est-à-dire, par exemple, si je fais passer, si j'utilise le comité éthique de la fac, peut-être qu'ils peuvent considérer que j'utilise les services que la fac m'offre vis-à-vis de mon inscription, et que donc c'est la fac qui devrait gérer l'argent de ce contrat-là. Ou, là, ce sera moins le cas, mais si je dois utiliser des salles, si je dois utiliser des chercheurs avec lesquels j'ai envie de collaborer, ou peut-être si j'ai envie de faire une publication et que dans cette publication, je sois affilié au laboratoire, peut-être que ce contrat-là devrait être associé à la fac. Alors, moi, ça me dérange, aussi vénal que ça puisse paraître, même si c'est un peu le cas, mais avec du contexte. Je dirais pas que c'est pas le cas, c'est avec du contexte. Ça me dérange. Ça me dérange tout simplement parce que j'autofinance ma thèse et que je suis pas sous contrat doctoral et que en plus, sincèrement, la fac ne m'a pas aidé à m'inscrire plus tôt que ça. Et elle m'a pas mis des bâtons dans les roues parce qu'il n'y a pas de malveillance, mais il y a un tel dispositif qui a été freinant pour m'inscrire en thèse. Et globalement, j'ai tellement vraiment pas grand-chose. En plus, déjà là, enfin, moi je travaille de chez moi, ce qui n'est pas forcément voulu par la fac. Mais en tout cas, aujourd'hui, la fac ne me donne pas d'argent. Elle ne m'a pour l'instant toujours pas payé de coloc, de quoi que ce soit. J'ai pas de PC. Pour l'instant, mon lien avec la fac, c'est globalement l'accès à la bibliothèque. Et si c'est ça, je peux avoir accès à beaucoup d'articles à côté, comme je l'ai déjà transmis dans un podcast. Et globalement, en fait, moi, ça me donne l'impression que on m'a freiné, voire refusé de me donner de l'argent pendant des années. Et maintenant que je trouve un potentiel qui est contrat qui n'est pas encore signé, on commence à me dire ah mais il faut que ce soit nous qui gérons l'argent, on va peut-être même prendre un pourcentage. Et il y a un cas dans lequel je devrais faire une convention euh, où l'argent que moi j'ai trouvé, je devrais la donner à la fac. Et ensuite, la fac me rend vacataire de mon propre profil avec un contrat et une rémunération qui est liée à mon statut. Et vu que doctorant dans le monde de la recherche, c'est un des statuts les plus bas, ça veut dire que je vais être capé sur ma rémunération pour une prestation que j'amène moi-même, que je suis allé chercher, que j'ai négocié et qui finance ma thèse et qui est faite uniquement pour financer ma thèse et que je fais parce que j'ai pas réussi à avoir de contrat doctoral. Donc, moi, mon point de vue, c'est que, d'accord, je suis d'accord si j'utilise des services, des produits de la fac, que l'inscription me permette, je perçois la logique du fait qu'ils doivent avoir, je sais pas, une compensation ou une logique financière derrière. Mais moi, là, de mon point de vue, j'ai l'impression que la fac ne m'a rien donné et donc je ne dois rien à la fac. Donc, je suis sur un nouveau mur administratif, comme beaucoup, comme il y en aura beaucoup et comme il y en a déjà eu certains. Et je suis en recherche de solutions. Globalement, j'ai pas envie de tomber dans ce qui se fait normalement, c'est-à-dire faire une convocation, que la fac me prenne tout mon argent, etc. J'ai envie de bien comprendre les petites lignes et bah, de faire ce lien avec la fac, limite de manière plus juste que c'est le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je trouverais ça injuste, mais plutôt de se dire, bah, je sais pas si s'il y a une des prestations qui vise à publier un article scientifique, et bah cette prestation-là passe par le laboratoire, parce qu'en effet le laboratoire met son nom, et puis c'est un gage d'authenticité, et je peux comprendre que j'ai le droit de pas
de pas... Enfin, je n'ai pas forcément le droit de faire ce que je veux et de mettre le label de la fac, parce que si je fais un article scientifique mauvais, ça peut leur retomber sur leur réputation. Mais il y a d'autres prestations où, enfin, réaliser des entretiens pour une structure ou créer des questionnaires, ça fait partie des prestations et des choses que je sais faire et même que je sais bien faire, parce que la psychométrie et puis les entretiens, c'est des choses que j'ai déjà fait et qui m'intéressent. Je n'ai pas envie de me dire qu'à chaque fois que je vais avoir des prestations qui ressemblent à ça, je vais devoir les faire payer par la fac parce que ça va nuire énormément à mon modèle économique, que ce soit en quantité, parce que je vais être capé par le fait que je sois seulement doctorant et donc je vais payer selon la grille budgétaire du public. Et j'ai plutôt évité de rentrer dans cette case-là. Et ça va me freiner aussi du côté euh, temporalité, parce que je connais les freins que peuvent mettre ce genre de choses. Et si je commence à travailler avec des structures privées ou associatives, mais qui ressemblent un petit peu à un fonctionnement de privé dans la rapidité d'exécution, et que je commence à dire, ah, je dois faire une convention, c'est pas signé, les RH sont en vacances, le paiement arrive dans 5 mois parce que ça doit être validé par le RH1, puis le RH2, puis le RH3 de la fac. Et franchement, être payé en vacation, sachant que la moyenne en France de paiement de vacation, c'est 6 mois. Et moi, j'ai vécu ouais, 8 mois de retard pour des vacations. Là, je suis à 6 à peu près pour d'autres que j'ai réalisé il y a 6 mois ou un peu moins. Donc clairement, c'est pas du tout une solution viable. Moi, j'ai pas envie de perdre de l'argent concrètement et de l'énergie à faire ça parce que c'est des beaux projets que j'ai prévu de pouvoir faire et que c'est ce qui m'intéresse le plus, de pouvoir faire de la recherche pour du privé et pouvoir me sortir du système public lent, globalement, lent et qui rétribue plus pas à notre juste titre. Et donc, en essayant d'éviter ça, je me retrouve à devoir peut-être y retourner. Donc, j'ai décidé de scinder les prestations. Il y a des prestations qui sont de la psychologie du travail. Pour l'instant, je dois cadrer le sujet, c'est-à-dire les aider à expliciter une demande. Et ça, bah, enfin, ça, si j'ai pas le droit de le faire, expliciter une demande en vue de faire un article ou pas, mais je veux dire expliciter des besoins en termes de psychologie. Si j'ai pas le droit de le faire, bah, j'ai pas le droit d'être psychologue. Donc, je vais peut-être faire prestation par prestation, mais en tout cas, voilà un des freins administratifs qui est intéressant et important même à savoir quand on veut, je sais pas, financer soi-même un doctorat ou être chercheur indépendant. Il y a quelque chose de cet ordre-là euh, qu'il faut que j'éclaircisse parce que ça me concerne. Et puis voilà, du coup, je vous donnerai des updates sur les manières de faire qui sont, à mes yeux, éthiques et justes, et aux yeux de la loi qui seront légales, parce que j'ai envie de faire les choses bien. Mais faire les choses bien, ça veut aussi dire parfois, à mon sens, ne pas faire les choses qu'on vous dit de faire tout de suite, c'est-à-dire on rentre dans un bureau, j'aimerais faire une recherche, ah d'accord, faut faire un contrat de collaboration. J'ai pas non plus envie de me faire avoir, et puis j'ai envie de respecter les règles dans la droite justesse de ce que ça me permet de faire et aligné avec mon éthique personnelle. Voilà, ça c'était un sujet que je voulais vous transmettre. C'était un petit peu les deux sujets de la semaine. La conférence et puis ce truc-là là, pour une prestation recherche un peu plus longue qui peut poser problème, mais on va avancer et puis on va essayer de comprendre. Par rapport à ce sujet-là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que je me rends compte que je suis un petit peu l'exemple dans ma région d'un profil qui peut aider à éclaircir ce système d'autofinancement, de lien avec l'entrepreneuriat et le doctorat. Parce que dans mon cercle professionnel, je suis le seul qui finance moi-même ma thèse. Je dis, ça existe, c'est rare, mais je sais que ça existe. J'en ai déjà vu sur LinkedIn. Je sais que si certains d'ailleurs qui m'écoutent financent eux-mêmes leur thèse, sincèrement, venez me parler parce que je pense qu'on pourrait faire un petit sous-groupe des doctorants qui vivent des choses assez particulières. Mais je vois que je marque un petit peu l'exemple et le crash test un peu de tout ça. Et c'est un peu pour ça que là, je refuse de rentrer dans la convention de collaboration classique
et que j'ai envie de trouver une solution qui me correspond parce que en fait les solutions n'ont pas été faites pour mon profil et je profite du fait que je me prenne le mur pour essayer d'éclaircir tout ça et pourquoi pas vous expliquer, mais aussi moi savoir un peu mieux comment on allie entrepreneuriat et recherche, parce que finalement c'est un peu ça mon projet pro, et c'est un peu ça aussi le podcast, c'est de montrer comment on fait sans se faire avoir avec l'énorme paquebot qu'est le public et qui est parfois insensé parce que des règles ont été créées. Euh, j'ai échangé comme ça avec un ami que j'ai trouvé très intéressant sa réflexion. En fait, les règles administratives dans le public, en tout cas dans la recherche, ont été faites en réseau, c'est-à-dire qu'elles sont associées, elles ont une logique entre elles, c'est-à-dire qu'on a tel formulaire parce qu'on a vu qu'il manquait tel point dans un autre formulaire, puis tel point dans un autre, et du coup, on a une procédure à 3 formulaires. Sauf que les modifications ne prennent pas en considération la logique de pourquoi on a fait les choses. Ça veut dire que là, il y a 3 formulaires et on a décidé de changer le formulaire 3 parce qu'on le trouvait plus logique, sauf qu'en fait, il était en relation avec les deux autres. Ce qui fait qu'on a un espèce d'amas de procédures qui n'ont plus de lien les unes d'entre elles. Et quand on a un profil qui sort un peu de la nécessité d'avoir un seul formulaire, et bah, comme moi, on arrive entre les cases et on se dit, ah oui, mais du coup, toi, tu es entrepreneur, mais tu es thésard, mais tu finances aussi ta thèse, et du coup, on ne sait plus trop dans quelle case te mettre, et on ne sait plus trop vraiment ce qu'il faut faire, ce qui est légal de faire, ce qu'on peut faire. Et donc, je me place entre tout ça, et c'est pour ça que je suis un petit peu un exemple, mais un exemple pas en disant que je suis un demi-dieu sur le sujet, mais vraiment, j'ai pas de meilleur mot pour dire exemple, mais je catalyse, je suis un catalyseur des problématiques de mon propre parcours. Parce que je suis rare et que du coup, les gens, à chaque fois que je vais dans un sujet ou que j'essaie de m'inscrire quelque part, je finis dans une entrecase qui révèle des limites administrative et du processus. Et donc, c'est intéressant. Et je crois que ça commence à être un petit peu valorisé parce que j'ai fait une inauguration, donc quelque chose, voilà, un petit peu de réseau en début de semaine et j'ai rencontré des gens de ma région qui, donc un petit peu au niveau politique de ma région, qui sont intéressés par mon profil et qui ont l'air un petit peu de voir en moi ouais, l'opportunité d'un catalyseur de ce lien entre doctorat, entrepreneuriat. Et donc ça m'intéresse et ça me porte un peu de me dire que je vais me prendre les murs, mais que peut-être je peux être un exemple où j'allais dire un guide, mais un guide c'est vraiment pas sectaire dans mes mots, c'est vraiment j'ai essayé d'aller par là, regardez ce que j'ai découvert, et en fait c'est le sens de mon podcast. Donc il y a vraiment un sens au-delà de ma thèse, au-delà de l'entreprise, il y a quelque chose qui se passe qui est j'essaye quelque chose de nouveau. Nouveau, ça veut pas dire que je suis le premier, mais qui est assez rare, c'est de financer sa thèse et d'allier recherche, entrepreneuriat, recherche et entrepreneuriat. Et ça, c'est en fait, je fais une thèse, je fais une entreprise et je fais une thèse avec une entreprise. Et cette interaction entre les deux, elle est intéressante et elle a l'air d'intéresser. Et je sens que je dirais pas que les gens me regardent, mais un petit peu quoi, de loin, ils essaient de voir comment je m'en sors parce que j'ai l'air de pouvoir marquer l'opportunité de tester un nouveau modèle. Donc ça me porte, c'est intéressant et j'espère réussir pour me prouver à moi-même et puis pour prouver aux autres que c'est possible et surtout expliquer comment ça a été possible. Voilà pour ce qui est de la partie prestation, de la partie entreprise. Je vais faire un petit point sur les réseaux. Un petit point qui montre que j'ai un petit peu les boules parce que, enfin, j'ai un poste qui a marché. Donc voilà, la tagline, c'est j'ai les boules parce que j'ai un poste qui a marché. En fait, donc j'ai ma prestation de conférence qui va avoir lieu et bah, j'ai fait un post pour dire que j'allais faire cette conférence la semaine prochaine au salon infirmier, 15h45, salle Agora pour ceux qui veulent. Et en fait, le post a bien marché pour moi, enfin, c'est-à-dire moyenne haute, donc une trentaine de likes. Et ça m'a rappelé à quel point LinkedIn est particulier.
et à quel point j'oublie que LinkedIn est un réseau social. C'est-à-dire que mes posts hebdomadaires ne marchent plus tant que ça, mais je pense qu'il faut que je continue parce que ça fait partie de mon personal branding en fait. Je, j'expose ma thèse, euh, je fais du building public, donc je vais continuer. Je vais peut-être moins me prendre la tête, ce qui est le cas là depuis les quelques épisodes qui sont un peu plus courts. Je me prends moins la tête sur les posts, je suis moins complet comme je le suis dans le podcast parce que je me dis un petit peu, dans tous les cas, ça s'essouffle un petit peu, donc je transmets quand même les grandes idées aux personnes qui sont intéressées, mais voilà, là je suis plus dans l'objectif de voir les semaines avancer et de me dire, ah j'ai hâte de voir la semaine 52 et de me dire, ça fait un an que je fais ça et de pouvoir faire des rapports sur un an et de me dire, il y a ça qui a avancé, voilà ce qui a été fait, et puis là j'ai aussi l'objectif de me dire, j'ai tenu toute la thèse, j'ai sorti un podcast par semaine pour la thèse. Enfin voilà. D'ailleurs, je réfléchis aussi, vu qu'on est dans la rubrique réseau, c'est moins structuré, mais on est dans la bonne rubrique au moins. Je réfléchis à passer à une fois toutes les 2 semaines. Peut-être en saison 3, peut-être que là, tous ces changements, nouvelles structures, passer en format vidéo et une fois toutes les 2 semaines. Je pense sincèrement qu'il faut s'attendre à ce que je passe à un format toutes les 2 semaines, tout simplement parce que l'élan s'essouffle, parce qu'il y a des périodes qui sont un peu plus creuses, parce que à partir du moment où je commence à être rodé, j'ai moins de choses. Enfin là, les habitudes, je les garde, ma manière de travailler, je la garde, et du coup, j'ai moins de choses à partager qu'au début. Et aussi parce que bah, j'espère qu'il y a un moment où je serai encore plus occupé que ça. Et du coup, ça fait partie quand même des choses qui me rapportent moins d'argent et qui sont moins alignées à mon projet professionnel. Et donc, s'il faudra freiner sur quelque chose, ce sera les podcasts. En plus du fait que je me rende compte que les personnes, vous, normalement, j'ai l'impression que vous avez du retard, mais c'est pas un problème. Mais déjà, il y en a qui commencent tard, c'est-à-dire que quand je sors un nouvel épisode, ils commencent saison 1, épisode 1, et donc ils ont de quoi rattraper. Et puis même mes proches qui sont autour de moi ont toujours 2 3 épisodes de retard, donc je me dis que je ne manquerai pas énormément, je pense, à faire un épisode une fois toutes les 2 semaines. Donc ça risque d'arriver. Pour l'instant non. Je me sens bien. J'ai des choses à faire. Je suis plutôt en mode, je préfère faire des petits épisodes toutes les semaines que des gros toutes les 2 semaines. Mais voilà, vous êtes prévenus, ça risque d'arriver. Et donc le lien avec LinkedIn, c'était que bah il y a des posts qui fonctionnent moins bien, dont mon post hebdomadaire et dont les posts théoriques malheureusement. Et j'ai fait un post LinkedIn pour expliquer ma position sur la vulgarisation sur LinkedIn. Et ce post avait bien marché. Et justement, on comprend qu'il marche bien parce que c'est le genre de post qui marche bien sur LinkedIn où je donne une opinion, j'ouvre une discussion, etc. Et donc, j'ai quand même à côté commencé un abécédaire de la confiance où toutes les semaines, je transmets un article dont l'auteur commence par A, B, C, D, E, F, etc., avec un article et une lettre par semaine sur la confiance. Et en fait, ces posts ne fonctionnent pas beaucoup. Et quand je vois que j'essaie de transmettre de la science et que je résume un article scientifique et que ça fait entre 8 et 15 likes, et que à côté j'annonce que je fais une conférence dans un salon et que ça fait euh, 30 ou 40 likes, bah ça fout un petit peu les boules. Parce que je crois que moi ce que j'ai envie c'est quand même transmettre de la science. Mais alors peut-être que je transmets mal de la science. Peut-être aussi que, et c'est ce qu'on m'a dit justement dans ce post ou dans lequel je transmettais ma difficulté à vulgariser sur LinkedIn. On pouvait me dire que je n'étais pas assez accrocheur, qu'il fallait peut-être faire un peu plus d'humour. Franchement, c'est possible, je n'exclus pas du tout. On m'a dit aussi que euh, c'était peut-être pas le bon média, ni la bonne manière. Peut-être qu'à l'écrit, c'est pas le meilleur moyen. Peut-être qu'en vidéo, c'est mieux. Peut-être que sur YouTube, c'est mieux. Voilà, je vais réfléchir à ça. J'ai quand même envie de finir mon abécédaire de la confiance parce que c'est quelque chose qui... En fait, j'ai envie d'aller au bout. En fait, en sachant que ces projets sont publics, j'ai pas envie de m'avouer vaincu et d'arrêter cet abécédaire. J'ai envie d'aller au bout, d'aller jusqu'à la lettre Z, parce que j'estime que même s'il y a que 10 personnes qui m'ont suivi, les 10 personnes se sont dit, ok, il l'a fait et il peut nous sortir 26 lettres de l'alphabet et donc articles qui en font référence.
Et je me dis que je finirai par essayer de rembourser mon investissement en faisant un e-book gratuit, mais dans lequel il faut mettre son adresse mail pour avoir un e-book du condensé et un peu plus de l'abécédaire de la confiance. Comme ça pourrait me servir de commencer à avoir une base de mails tout simplement pour faire de la newsletter ou pour faire de la pub. C'est un processus qui existe, qui est même plutôt classique. Faire un e-book gratuit, recevoir des adresses mail, demander l'accord pour suivre une newsletter et voilà, comme ça on a des mails, on peut commencer à faire de la pub. Et puis voilà, après c'est une histoire de statistiques, hein. Je crois que déjà si on fait une vente tous les 100 mails, c'est bien. Donc plus on a de mails, mieux c'est. Et on fait du chiffre, on essaye d'en avoir 1000, comme ça on a 10 ventes. Et puis voilà, globalement, je pense que je finirai par faire ça. Mais donc un petit peu les boules vis-à-vis de LinkedIn et de ces réseaux, parce que quand je transmets de la science et quand je vulgarise, ça fonctionne pas. Peut-être que je le fais mal. Mais quand je fais d'autres types de posts, et je vois pas pourquoi je le ferais mieux, et ben je vois le type de post qui fonctionne. C'est des posts d'annonce. C'est j'ai fait ça avec un tel, je suis allé voir un tel pour un rendez-vous, je vais faire une conférence, j'ai fait une conférence, ou des opinions. Quelque chose que j'ai compris de mon milieu et que j'ai envie de transmettre, une idée, une histoire, voilà, c'est ce qui fonctionne. Mais franchement, la science, j'ai du mal à le faire passer. Et du coup, bah voilà, un petit peu déçu parce que bah, au moins je comprends un peu les ficelles, je vois comment faire des posts qui fonctionnent un peu mieux, mais je vais pas me travestir non plus. J'ai envie, enfin, en gros, quand j'ai quelque chose à dire, je me dis ah oui, je vois la bonne manière de faire pour que ce soit le plus vu possible, mais je vais pas non plus rédiger des posts totalement dans un sens pour faire uniquement des clics. Je me dis j'ai une idée et quelle est la meilleure manière de transformer cette idée pour qu'elle soit le plus vue possible. Voilà pour ce qui est des réseaux. Twitter ne me manque pas du tout. Ça me fait plaisir d'être un peu plus sur LinkedIn. Depuis que j'ai arrêté Twitter, ça va un petit peu mieux sur LinkedIn parce que tout simplement, je suis un peu plus investi. Je prends un peu plus de temps sur mes journées réseau pour faire des posts de qualité. Et étant donné que ouais, j'ai un peu plus de mémoire RAM, mon cerveau a un peu plus d'espace disponible pour réfléchir sur LinkedIn, j'y passe un peu plus de temps, je réponds un peu plus de commentaires, ça me donne un peu plus d'idées, et puis voilà, ça y est, j'ai de nouveau des posts d'avance sur plusieurs semaines, des idées que j'aimerais défendre. Donc voilà, l'arrêt de Twitter pour l'instant était bénéfique. Et en plus, je suis retourné sur Twitter il y a quelques temps et il y a toujours quasiment personne qui m'a follow. Donc, que faites-vous? Soit il y a encore beaucoup de retard, mais je veux dire, en fait, je voulais arrêter sans fermer mon compte pour vérifier l'hypothèse selon laquelle vous aviez du retard sur les épisodes, en me disant, bah, si les gens, en fait, ils ont 3-4 semaines de retard, bah, d'ici 3-4 semaines, ils me suivront sur Twitter. Eh bien non. Donc en fait, voilà, c'était peut-être juste une mauvaise idée, mais c'est pas grave, on est là pour avancer. Peut-être qu'on se relancera d'une autre manière, peut-être qu'on le fera en anglais. En tout cas, pour l'instant, ça ne me manque pas du tout. Voilà pour ce qui est de la rubrique entreprise et la partie réseau. On va pouvoir passer aux objectifs pour la semaine prochaine. Je ne les ai pas dit pour la thèse parce qu'en fait c'est très simple. L'objectif la semaine prochaine c'est le salon infirmier dans lequel je fais ma conférence, faire ma conférence et le salon Santexpo. Tout simplement ça va être réseauté. Donc voilà, le lundi je vais globalement gérer un peu mes posts de la semaine et puis préparer la conférence. Le mardi, c'est déplacement, salon, conférence. Le mercredi, c'est salon partout. Et puis jeudi, vendredi, je pense que j'avancerai sur la thèse, sur ma soumission à la journée éthique, là, la journée internationale, le congrès scientifique. Et puis donc, ça voudra dire avancer sur l'article qui est lié. Donc voilà, c'est assez simple. Je vais devoir réseauter et je vais devoir avancer sur mon article. Pour ce qui est du développement personnel, je m'étais dit que je devais me remettre à méditer, puis après j'avais dit que il fallait finalement que j'ai des informations sur la méditation. Eh bien,
Je me suis intéressé un petit peu à la méditation, sincèrement pas beaucoup, donc ça fait partie des points qui sont partis sur le 8 sur 10. J'ai fait une petite discussion avec ChatGPT, j'ai vu qu'il y avait une dizaine de trucs différents. C'était surtout par rapport à l'intention et à ce qui se passe pendant la méditation, soit c'est orienté vers le corps, soit c'est-à-dire on essaye de ressentir son corps, soit c'est orienté vers l'essence, soit c'est orienté vers un mantra, quelque chose qu'on se répète. Et puis, ou de la visualisation, mais dans tous les cas, ça reste un état dans lequel on a potentiellement les yeux fermés, on est assis, on respire, et ensuite, voilà, soit la conscience va, on essaye qu'elle aille uniquement sur la respiration, uniquement sur le corps, uniquement sur le sens, uniquement sur une idée ou uniquement sur une image. Franchement, c'est ce que j'ai compris, mais je viens juste de commencer, hein, donc pour ceux qui s'y connaissent en méditation, il n'y a pas de souci, je me sens pas du tout expert sur le sujet, mais voilà, un tout début de sectorisation de la méditation, on dirait que en fait c'est en fonction de ce à quoi tu penses finalement, où tu diriges ton attention qui va jouer. Et j'ai demandé un petit programme à ChatGPT sur la méditation pour atteindre mes objectifs, qui sont du coup avec le recul. Ça a aussi été un moment de prise de recul. Ce que j'attends de la méditation, c'est une mise à l'écart de mes émotions, une meilleure gestion du stress et une meilleure clarté d'esprit, euh, dans le sens où je n'ai plus envie d'avoir l'impression que mon cerveau va dans tous les sens, mais de pouvoir retrouver la paix et peut-être un niveau de stimulation, un niveau intellectuel bas, dans le sens où je peux être très concentré mais sur une seule tâche et pas avoir mon cerveau qui est en train de se précipiter dans ma tête et ma petite voix qui est en train de parler à deux, trois choses en même temps pendant que je parle. Ouais, retrouver du calme et de la paix, de la gestion d'émotions. Et donc voilà, il m'a fait un petit programme. Je reprends la méditation parce que j'ai vu qu'on pouvait vraiment en tirer des effets bénéfiques et peut-être que je le faisais pas de la bonne manière, peut-être qu'il y a une question de temps. Cette semaine, ça va être très difficile de faire le programme parce que du coup, je vais être en déplacement. Mais on va quand même se remettre pour objectif de méditer tous les jours. Mais peut-être pas exactement le programme parce que là, le programme c'est 15 ou 20 minutes et puis c'est tous les jours à la même heure, ce qui ne sera pas possible. Mais ouais, méditer tous les jours, on va se le mettre quand même pour la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, il y a un gros sujet qui était celui des 3 dernières semaines, c'est la baisse d'énergie, la fatigue cognitive. Euh, eh bien, c'est passé. Et c'est passé du jour au lendemain depuis que je me suis dit une chose, c'est que mon problème n'était pas un manque de réalisation, mais c'était un manque de patience. C'est-à-dire que en croyant que mon souci, je me sentais pas bien parce que je croyais que ça allait avancer, en fait, c'était le cas. C'est-à-dire que j'avais des projets qui pouvaient aboutir, mon article qui pouvait mener à une publication, il y a un reviewing et je vois que ça va être compliqué, il me faut les retours des co-auteurs et voilà. Et puis j'ai d'autres, sur mes autres sujets, je me suis rendu compte, ah finalement, ça va pas se faire tout de suite, il va me falloir encore plusieurs semaines, plusieurs mois. Et du coup, la conclusion que j'en avais fait, c'est j'arrive pas à me satisfaire parce que j'ai pas eu de retour sur mon effort, j'ai pas eu de récompense après mon effort. Ce qui est vrai, sauf que le problème, c'est que la solution que j'ai trouvée, ça a été de me dire, bon allez, on se remet la pression, on essaye de retravailler à fond sur un truc pour avoir une récompense, pour que ça aboutisse. Et le problème, c'est que j'ai pas réussi, ça m'a remis plus de pression que ce que j'avais déjà, et ça m'a remis du stress et j'ai essayé de me remettre de la charge du travail et de travailler encore plus vite, mais c'est pas possible, en tout cas de cette manière et avec un élan à ce moment-là. J'ai pas réussi à travailler plus vite et à travailler sous encore plus de pression parce que, en fait, depuis que j'ai commencé le podcast et ma thèse, j'essaye déjà de travailler le plus possible, mais on s'entend bien, le plus possible à un rythme soutenu, enfin vraiment dans un esprit marathon, c'est-à-dire que je cours moins vite qu'un sprinter, mais j'essaye de faire un bon marathon, quoi. Un marathon, j'essaye d'être premier à mon marathon.
Donc ça veut dire que je peux difficilement en fait rajouter soit de la pression, soit de la charge de travail. Et ce qui fait qu'en essayant d'en rajouter, ne serait-ce que de la pression, eh ben, ça m'a plutôt coupé l'herbe sous le pied et puis je me suis éteint, ça m'a fatigué de réfléchir et de me dire comment je peux être plus rapide, etc. Et en fait, ça m'a un petit peu déprimé dans un sens, et ce qui a fait que j'arrivais plus à autant travailler que ce que je faisais avant, parce que en fait, maintenant, je considère que je suis pas loin de mon max pour un marathon de travail, quoi. J'essaie d'être le plus efficace, le plus productif possible et de travailler beaucoup d'heures, mais pas trop, pour quand même me reposer, faire d'autres choses pour tenir le marathon. Mais donc tout cet équilibre-là est assez fin. Et j'ai essayé de rajouter de la charge de travail ou de la charge de pression. C'est surtout la pression de me dire, allez, vite, il faut que je fasse quelque chose de plus vite. Mais en fait, c'est pas possible. Et donc, j'ai l'impression que j'ai fait face à quelque chose qu'on dit et redit dans le développement personnel, mais que j'ai compris là en ce moment, c'est trust the process. Il faut faire confiance au processus. Et je pense que donc, j'ai plutôt fait preuve d'impatience. Et je m'en veux pas, c'est le cas. Parce que je pensais que les choses allaient se réaliser, et en les voyant ne pas se réaliser, j'étais impatient. Je me suis dit, allez, si, il faut que ça se réalise. Mais en fait, la solution, c'était pas de redoubler d'efforts, c'était de redoubler de patience. Et à la seconde où j'ai compris ça, donc je l'ai vraiment compris tout seul, devant mon ordi, en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, c'est pas de l'énergie en plus qu'il te fallait, c'était de la patience. Et depuis, je me suis dit, mais sois patient, continue, tu travailles bien, parce que j'ai pas de patron pour me dire que je travaille bien. Tu travailles bien, tu travailles assez, et assez efficacement, enfin assez en quantité et assez en productivité, ça viendra, la réussite viendra et la récompense viendra. Juste continue, essaye pas de faire plus, essaye de faire toujours pareil. Et toujours dans l'analogie d'un marathonien, jamais le marathonien se dit allez là, si je sprint pendant 200 mètres, j'arriverai à la ligne d'arrivée un peu plus tôt. Non. Le gros effort de quelqu'un qui court, c'est justement de réussir à courir à la même allure pendant X temps. Bon, je ne suis pas un pro en marathon, mais il me semble qu'ils ne se mettent pas des sprints en plein milieu pour essayer de gratter quelques secondes. Ce que j'essayais de faire. Donc je devrais peut-être m'intéresser un peu plus à ce qu'est le marathon pour voir si je peux pas avoir des stratégies qui sont plus adaptées. Et ben vous savez quoi, je vais me donner ça comme petit objectif, m'intéresser au marathon et à la science de l'effort longue durée, pour voir si je peux en faire un lien avec la thèse et puis le fait de gérer des projets à long terme. Ça me fait penser à une idée que je me suis donnée. Je sais à peu près que pour entraîner la cardio, il faut faire par exemple du fractionné. C'est-à-dire s'entraîner à faire des sessions où on court un peu plus vite, on s'arrête, on court vite, on s'arrête, on court vite, on s'arrête. Et je me demande si... et du coup, le fait de faire ça, ça permet un autre jour de faire un effort plus long, à plus grosse intensité. Et j'ai un petit peu l'impression que la concentration et le cerveau marchent plus que comme ça, que comme un muscle. On dit que c'est un muscle, mais si c'est, j'ai l'impression que c'est plutôt du cardio. Et je me demande si on pourrait appliquer un programme de cardio à son cerveau, c'est-à-dire faire des séances courtes et de temps en temps faire des entraînements longs, faire du fractionné. Et c'est pour ça que m'intéresser à la science du marathon, ça peut être intéressant, parce que ça se trouve, on peut améliorer ses capacités de concentration euh, un peu plus dans la logique d'une gestion de cardio. Donc voilà, ça c'est une belle leçon que je voulais vous transmettre. Euh, il y a une logique qui est très importante en psychologie du travail, qui est le rapport entre l'effort et la récompense. Donc évidemment, quand on a un effort, on attend une récompense, et ne pas avoir de récompense à la hauteur de ses efforts entraîne du stress et entraîne potentiellement un burn-out. C'est une logique très connue. Donc c'est une réalité de dire que j'ai un déficit en ce moment de récompense et d'efforts. C'est-à-dire que je fais beaucoup plus d'efforts que je n'ai de récompense. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que quand on n'a pas de récompense, c'est délétère, en tout cas dans mon cas, dans ce contexte-là, mais de ce que j'ai compris, quand on n'a pas de récompense, c'est délétère d'essayer de fournir plus d'efforts. Et quand on y pense, c'est super logique. La balance est déjà
euh, asymétrique. Et ma solution a été de refaire encore plus d'efforts pour espérer avoir des récompenses. Mais si j'ai pas de récompense, c'est qu'il y avait un sens. Et là, le sens, c'est que c'est des projets qui sont longs. Et c'est que, je pense qu'il faut savoir l'accepter, c'est parfois indépendant de ma volonté. Et que les projets prennent le temps qu'ils doivent prendre. Et que même si j'essaye d'être le plus rapide possible, ce ne sera pas autant que ce que je voudrais. Donc là, la solution n'est pas de redoubler d'efforts, mais de redoubler de patience. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris cette semaine et que je suis content de vous transmettre. Voilà pour ce qui est de la rubrique développement personnel. Et puis ça fait une belle partie mindset aussi. J'y pense en aparté. Il faut que je retravaille sur l'ouverture des mails que j'ai un petit peu perdu. Les habitudes sont pas claires. Sincèrement, le fait de passer sur uniquement Habitica, il y a quand même là un délitement de mes habitudes. Donc je vais peut-être repasser à une notation un peu plus dure de mes habitudes parce que depuis ce moment-là, en fait, j'ouvre moins mon carnet de notes et puis du coup, je note moins de choses et en fait, de noter mes habitudes tous les jours, ça me forçait quand même d'ouvrir mon carnet et puis de me remettre mes objectifs en tête parce qu'ils étaient écrits. Et là, de passer sur une application et ça me fait ne plus ouvrir mon carnet et être moins strict sur mes habitudes. Donc, on va sûrement repasser aux habitudes. Euh, je, ouais. Eh ben allez, on va le faire, mais je risque d'avoir une mauvaise note cette semaine en fait, parce que la semaine prochaine, parce que je vais avoir des déplacements et je le sais, je vous l'ai déjà transmis. Quand il y a des déplacements, c'est plus dur de faire les habitudes. Mais nous allons revenir à une notation des habitudes classiques que je me note tout de suite, et c'est-à-dire reprendre. Il ne faut pas que j'ouvre mes mails 2 fois dans la journée. Il faut que je marche, bien manger, bien dormir, etc. Tout en gardant l'idée des fins et des moyens. C'est-à-dire, le but, c'est de se dissocier, par exemple, des mails. Si je sais qu'il faut que j'ouvre mon mail un matin et que je finis par l'ouvrir 3 fois, c'est pas grave. Le but, c'est de ne pas l'avoir ouvert, pour rien à d'autres moments. Donc, on va reprendre les habitudes classiques. Et enfin, nous allons terminer avec une recommandation culturelle que j'ai envie de reprendre tout simplement parce que là, ça me dépasse vu que c'est quelque chose dans lequel je suis retombé. C'est un jeu vidéo que vous connaissez sûrement, mais c'est pas grave, je l'ai déjà dit. Mon but n'est pas de faire découvrir des choses inconnues, mais juste de partager ce qui m'intéresse en ce moment pour moi aussi me mettre dans un univers où il n'y a pas que le travail. C'est Céleste, le jeu Céleste. C'est un jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de plateforme en pixel art. Ça veut dire que les dessins sont un petit peu pixelisés, mais fait exprès. Et eh bien, c'est tout simplement une jeune personne qui doit monter un mont qui s'appelle le mont Céleste. Et donc, c'est un jeu de plateforme dans lequel on doit gravir, avancer, et qui est connu pour être assez dur, c'est-à-dire que c'est pas du Mario, c'est du Mario dans lequel chaque avancée est importante et dans lequel chaque niveau, si on meurt 500 fois, c'est normal. Donc c'est plutôt le genre de jeu die and retry où on meurt souvent, on reprend souvent, mais du coup les checkpoints sont très très fréquents. Et j'aime beaucoup, je recommande ce jeu. Et voilà, ça me fait passer des bons moments en dehors de la thèse et de l'entreprise en ce moment. Sur ce, je vous remercie de m'écouter. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur les plateformes. N'hésitez pas toujours à me contacter sur LinkedIn. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine à vous et à la semaine prochaine.